Moi, j'ai cet honneur de pouvoir accueillir les participants. Donc, bienvenue à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Donc, nous, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes donc Trajectoire Ressources, le centre de ressources politiques de la ville pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, moi, je suis Marion Rousseau, je suis la directrice de l'association. Et donc aujourd'hui, aux manettes, nous allons retrouver Léonie Tiakem qui se présentera après. Et puis on a Inès Baquet-Châtel qui est notre responsable communication qui est présente aussi avec nous. Donc moi, voilà, l'idée c'était vraiment de vous dire un petit mot rapide sur le choix de l'objet de ce webinaire. Et puis donc après, comme je le disais, je vais devoir vous laisser parce que je suis appelée à sur d'autres horizons. Donc en fait, on a souhaité relancer un cycle, hein, puisqu'il y aura trois webinaires sur le sujet de la gestion urbaine et sociale de proximité, puisqu'on a perçu en fait que c'était un sujet qui était remis au goût du jour avec l'écriture des nouveaux contrats de ville Et du coup, l'année dernière et ça fait, notamment la merci. réécriture des conditions d'ATFPD. Et donc voilà, c'était un sujet qui nous a semblé pertinent en fait de traiter là sur ce 2025. C'est un sujet aussi qui permet d'évoquer les questions de participation citoyenne qui sont chères à la politique de la ville, à Trajectoire Ressources et puis vraiment à l'ensemble des acteurs qu'on accompagne dans le cadre des missions du centre de ressources. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Je tiens à remercier l'Union sociale de l'habitat Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est représentée aujourd'hui avec Fanny Jacot, avec lesquels donc on collabore hein, pour la construction de ce webinaire et notamment sur le troisième webinaire qui vous sera proposé avant l'été. Et puis remercier aussi bien évidemment l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Donc on va démarrer avec Jean-Luc Michaud, donc qui est l'ancien directeur de Trajectoire Ressources, mais qui n'interviendra pas forcément à ce titre-là. Il est à mes côtés. Et puis, remercier les intervenants de Pays de Montbéliard Agglomération, donc Néolia, Amina Mansouri de la ville de Montbéliard et puis Khalil Eni, délégué du préfet. Voilà. Donc, il me reste à vous souhaiter un bon webinaire. J'aurai le plaisir de pouvoir le regarder en replay. Et donc, je vais passer la main à Léonie Tiaquet et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci Marion pour cette présentation. Donc, effectivement, je suis Léonie et puis je suis en charge des questions de participation citoyenne et de transition socio-écologique ici à Trajectoire Ressources. Et donc, cette série de webinaires est pensée en tout cas pour découvrir ou pour faire revisiter pour certains d'entre vous les fondamentaux de la GUSP au moment où justement elle est au centre de l'actualité ministérielle, notamment avec l'instruction du 13 février 2025, donc très récemment, relative à l'élaboration et au suivi des conventions d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, de manière générale, la gestion urbaine et sociale de proximité vise, comme on le sait, à améliorer la vie quotidienne des habitants et des habitantes dans les quartiers. C'est un dispositif aussi qui est basé sur le principe d'intervention interpartenariale et c'est à ce titre aussi qu'est orienté ce webinaire qui vise quoi finalement? Qui vise le fait de présenter comment se déploie et se met en place une GSP sur le territoire et au-delà de ça, de Hello. décrire un peu la partition de chaque acteur de ce dispositif, comme je l'ai dit, interpartenarial. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, on a un représentant de l'État qui va aussi partager son regard d'ancien agent d'une intercommunalité, donc en la personne de Khalil Eni, qui est délégué de préfet actuellement à la sous-préfecture de Montbéliard. On a également une représentante de commune, donc d'une collectivité, la personne d'Amina Mensouri, qui est responsable du pôle cohésion sociale à la ville de Montbéliard. Et on a Monsieur Cyril Debuy, qui est le responsable de Néola de l'antenne de Montbéliard et qui, lui, du coup, représente le corps des organismes logeurs.
Mais avant de passer la parole à cette personne qui ont voulu se prêter au jeu de ce webinaire, je vous invite à écouter Jean-Luc Michaud, qui était qui est l'ancien directeur de Trajectoire Ressources et qui est actuellement également membre du comité d'histoire de la politique de la ville. Et voilà. Et donc, il a cette honorable mission d'introduire le webinaire en apportant en tout cas les éléments historiques de la GSP. Donc, il nous montrera un peu son évolution. Il nous précisera un peu aussi les origines de la GSP, son cadre légal et d'autres fondamentaux comme, disons, le lien entre la rénovation urbaine et la participation citoyenne. Donc voilà, Jean-Luc, je te laisse prendre la parole pour nous dire tout ça. Et je précise aussi que tu nous quitteras juste après ta présentation parce que tu es pris par tes autres fonctions d'universitaire et donc d'encadrant du DU laïcité à l'UIT de Belfort-Montbéliard. Je te laisse la parole, Jean-Luc. Oui, merci Léonie, et merci à vous tous et toutes de m'avoir convié pour ouvrir ce cycle que vous mettez en place. Alors, toute petite correction, oui, je devrais vous quitter tout de suite après ce propos introductif parce que je copilote un diplôme universitaire, mais sur la médiation socioculturelle. Voilà, simplement. Autant pour Mais il moi. y a également le DU laïcité qui coexiste à côté de celui-ci. Voilà. Oui, alors, très rapidement, peut-être rappeler que le contexte actuel est plutôt favorable à remettre au-dessus de la pile des priorités de la politique de la ville les questions de la GUSP parce que j'ai vu que la ministre déléguée à la ville, Julie Méadel, avait placé dans les trois priorités préparatoires au prochain Conseil interministériel des villes ce sujet-là. Outre la jeunesse et l'éducation, l'économie, ce volet sur la qualité de vie au quotidien dans les quartiers prioritaires fera partie, en tout cas, des travaux, des approfondissements qui seront à l'ordre du jour du CIV. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Deuxième chose, peut-être, parce que tu m'invitais à réagir sur cette mise en perspective historique. Euh, Ce qu'on peut dire à travers l'histoire courte, somme toute, de la politique de la ville, une petite cinquantaine d'années, c'est que la GUP, moi j'appelle ça GUP encore, mais on va dire GUP ou GUSP indifféremment, elle est consubstantielle de la politique de la ville, en ce sens qu'elle a existé quasiment, elle est née, elle s'est mise en œuvre quasiment en même temps que la politique de la ville dans le début des années 80, et peut-être de deux manières, si on examine un petit peu la GUP dans le rétroviseur de cette petite histoire, à la fois d'une manière spontanée, c'est les premières émergences de mobilisation citoyenne dans pas mal de quartiers ou d'associations, de bénévoles ou de militants qui se sont mis au travail pour proposer ou agir quelquefois de manière tout à fait autonome pour tenter de maintenir une forme de qualité de vie ou de construire une qualité de vie, notamment dans les espaces extérieurs des quartiers. Puis la deuxième manière, elle a été plus institutionnelle et technique. Elle s'est enclenchée immédiatement après, avec une volonté des pouvoirs publics de vouloir préserver les acquis des toutes premières opérations de réhabilitation au début des années 80. N'oublions pas qu'on a eu pendant toute la décennie 80 des quartiers qui ont été pour une première fois profondément déjà transformés, des démolitions. Il y a eu tout l'impact esthétique très négatif de ces rues et de ces immeubles qui étaient fermés suite au plan de départ, de retour ou autre, et qui dégradaient l'espace public. Là aussi, il y avait la volonté, et les bailleurs étaient déjà au rendez-vous, parce que ce sont les acteurs majeurs également de ces dynamiques-là, de vouloir maintenir une qualité à l'échelle de la gestion de proximité.
Et puis, il y avait quand même, là aussi, la volonté de pouvoir conserver une forme d'attractivité pour le parc locatif. Euh, Deuxième chose, c'est que à travers ces 50 dernières années, il y a eu des accélérateurs autour de la GUP. L'accélérateur institutionnel en particulier, à travers des lois, à travers les programmes, à travers les dispositifs. On va prendre la loi du 1er août 2003, la loi Borloo, qui fixe de manière incontournable le développement, la mise en place de conventions GIP entre l'État, les collectivités, les bailleurs, dans les US à l'époque, hein, les zones urbaines sensibles, c'était la dénomination des QPV d'aujourd'hui, où on avait plus de 500 logements et où, en plus, coexistait un projet de rénovation urbaine. Donc, là, on arrive à une forme d'obligation posée par la loi. Mais les dispositifs successifs, hein, je pense en 2006 à la mise en place d'un volet habitat et cadre de vie bien signifié dans les contrats urbains de cohésion sociale, institue la mise en place de manière régulière des premiers diagnostics en marchant. Alors là, on a eu un développement exponentiel de diagnostics en marchant avec plus ou moins de bonheur, il faut le dire. Hein, certains ont été des outils dynamiques qui associaient, qui agrégeaient. On a fait le job, mais ça n'allait pas bien loin, ou alors on était sur quelque chose qui permettait d'être en règle par rapport aux exigences. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ces dynamiques hein, de dispositifs d'observation partagée, c'est quand même que ça a permis d'apporter des réponses concrètes hein, sur la qualité des espaces, la propreté, la qualité de vie sociale, l'accessibilité, les problématiques de mobilité également, et même sur une qualité de vie en termes d'animation territoriale, de tranquillité publique. Bref, là, on voit bien que on connaît tous les sujets de la vie quotidienne. Et donc, on est bien sur une approche très encyclopédique, comme on aime à le répéter, qui permet. Ce qui était important, c'est qu'on a vu dans certains diagnostics en marchand des formes d'email qui étaient extrêmement chouettes, courageuses, qui qualifiaient les choses, notamment en associant vraiment les acteurs qui étaient dans l'ultra-proximité. La personne qui conduit, par exemple, entretient l'agent municipal, enfin, la police municipale, des commerçants, chacun à son niveau, apportant sa lecture. Et ça me semble important. Deuxième remarque, toujours dans l'histoire, euh, ben, ça a permis aussi de structurer des nouveaux métiers avec de nouvelles compétences. Le pilote ou le coordonnateur de la GUP dans les collectivités ben, se devait, et se doit toujours, d'être en capacité d'avoir une expertise tant urbanistique que sociale. Ça a permis aussi de structurer des offres de formation en la matière. Hein, je pense au DUT carrière sociale qui, à un moment donné, ont débouché sur une option qui s'appelait gestion urbaine. Ce n'est pas un hasard non plus. Et ça renvoyait à ce qu'avait proposé Michel Cantal-Dupart à son époque, hein, quand il travaillait aux côtés de Roland Castro. Bref, on voit bien que, peut-être pour plus, mais que la GUP, c'est vraiment la démarche d'articulation, et on aime à le répéter, entre social et l'urbain. C'est peut-être le trait d'union qui a souvent manqué hein, dans certaines opérations, pour plein de raisons. Les tuyaux se rencontraient pas forcément.
déjà dans la structuration des services dans les collectivités, où quelquefois on avait d'un côté le volet habitat qui pilotait la rénovation urbaine et dans un autre service, le, le volet population ou autre qui coordonnait les dimensions du développement social et ne se rencontrant pas forcément tout le temps. Là où les tuyaux étaient poreux, vous voyez, ça fonctionnait beaucoup plus et la GUP, on a fait largement partie. Alors peut-être pour terminer, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport notamment à cette petite fracture hein, qui est réapparue hein, historiquement entre social et urbain, moi, il me semble aujourd'hui qu'on est face à deux défis. Hein, au moment où on a un nouveau dispositif qui se met en œuvre jusqu'en 2030, le premier, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est celui de placer les habitants au cœur de la démarche. Quand on l'objet concret à prendre en compte pour pouvoir donner une dimension réelle à la participation citoyenne, il me semble que la GUP est parfaitement l'objet qui peut le permettre. Deuxième On entend mal. chose, peut-être saisir environnementale qui est devant nous, qui est une urgence. Et là aussi, lié complètement à la question de la participation des habitants. Et je pense que aborder la question des transitions dans le cadre de la qualité de vie à l'échelle d'un quartier, c'est donner une dimension plus positive que punitive à cette nécessité de la transition. Hein, et donc là, ça peut permettre là aussi de redonner ou de donner un élan au moment où, ici et là, progressivement, on sort des programmes lourds de la rénovation urbaine. Parce que l'enjeu, il est maintenant. On a des quartiers qui ont été complètement remodelés, transformés, redimensionnés. Et c'est maintenant qu'il va falloir les faire vivre convenablement. Et là, les dispositifs de gestion de proximité, ils doivent être au rendez-vous. Avec l'ensemble de l'aéropage de partenaires qu'on évoquait tout à l'heure. On t'entend très mal, Jean-Luc. Oui. Ouais, on t'entend très mal, Jean-Luc. Je pense que je ne suis pas la seule à faire cette remarque-là. Je vais pas aller plus loin, Léonie, hein, c'était le- justement, mais pas entendu. Non, Non, ça pas a du tout. Tu coupé. peux Est-ce que reprendre? vous m'entendez? Là, ça va Pardon? mieux. Là, ça va mieux. Tu peux juste Très bien. reprendre ta dernière phrase, s'il te plaît? Alors, j'ai conclu sur deux défis. Celui de la participation des habitants au moment où se met en place le nouveau dispositif contrat de ville jusqu'en 2030, et celui de la transition socio-environnementale, posant l'idée que l'aborder par le biais de l'articulaire, c'était donner une dimension plus positive que punitive à cette transition socio-environnementale. Voilà mon propos de conclusion. Et Super. Eh ben, j'irai pas plus loin, surtout s'il y a des problèmes de réseau. ouais. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Luc. En tout cas, dans ton propos, on voit bien le lien finalement entre le social et l'urbain que veut faire la GUSP. On voit aussi bien qu'il y a des défis qui se posent, notamment en termes de participation des habitants. Donc, comment les inclure finalement dans la mise en place d'un plan d'action, par exemple GUSP. Euh, aussi, l'intérêt de prendre en compte tous les enjeux socio-écologiques liés aussi aux rénovations urbaines passé. Donc là, je vais passer la parole à Khalid Eni, actuellement délégué de préfet à la sous-préfecture de Montbéliard, pour qu'il puisse nous décrire un peu comment fonctionne la GUSP sur le territoire, aussi nous montrer les liens entre les différents acteurs, les liens entre PMA, du coup, Pays de Montbéliard Agglomération, et les différentes communes grandes communes, du coup, qui sont situées en QPV et qui font partie
euh, de son territoire et également nous présenter des actions, s'il y en a, innovantes mises en place dans le cadre de la JSP. Voilà, je te passe la parole, Khalil. Merci Léonie. Bah, je vais me présenter rapidement et je vais en profiter aussi pour excuser ma collègue Leila Zekan, hein, qui est également déléguée du préfet. Salut Jean-Luc. Et oui, aujourd'hui, j'œuvre, on va dire, au titre de la sous-préfecture en tant que délégué du préfet. Mais pour votre information, j'ai été chef de projet GUP, on va dire, au coordonnateur GUP de 2008 à 2019 pour Pays de Montbéliard Agglomération. Donc durant cette période-là, j'ai travaillé donc sur les questions de la gestion urbaine et sociale de proximité, donc avec les toutes premières conventions qui étaient arrivées. Donc comme l'a précisé Jean-Luc, sur la première phase de l'ANRU, hein, qui était l'ANRU 1, donc c'est à partir de 2000 à 2006, on a eu les premières conventions qui ont été mises en place, hein, et notamment elles étaient liées avec ce qu'on appelle les conventions d'utilité sociale à l'époque. Et donc l'objectif était de mettre en place le travail de la gestion urbaine et sociale de proximité. Enfin, on appelait à l'époque GUP directement. Il y avait pas le social encore à cette époque-là. Et donc l'objectif était de coordonner l'ensemble des acteurs gestionnaires en fait, hein, qui interviennent sur un territoire. Et ces acteurs gestionnaires, par rapport à leur patrimoine, il fallait assurer cette coordination. Et donc, l'idée était à travers mon intervention, qui était d'assurer l'animation de ces partenaires, donc c'était de faire en sorte que à la fois on travaille sur l'amélioration du quartier au quotidien, donc tout le traitement, on va dire, curatif, donc vraiment réparer les bancs, les vitres cassées, détaguer les murs, etc. Il y avait tout cet aspect-là. Et puis bien sûr, tout l'aspect préventif qui aussi nécessitait de travailler à moyen long terme pour réfléchir à tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit en termes de circulation, d'organisation de la gestion des collectes, d'entretien des espaces, etc. Enfin, et même tout le travail aussi de concertation qu'il fallait déjà commencer comment dire, à préparer, à mettre en prospective en tout cas, et faire en sorte que, notamment à travers la coordination des acteurs et notamment l'outil qui était les diagnostics en marchand, permettre déjà de se rencontrer et de prévoir en tout cas un plan d'action qui réponde à tous ces aspects-là. Donc à la fois le côté curatif, hein, et vraiment gestion urbaine au quotidien, et vraiment l'idée de pouvoir travailler aussi euh, en perspective en se disant quelles sont les actions qu'on pourra porter. Et plus tard, plus tard est venue aussi l'idée de travailler, comme l'a précisé aussi Jean-Luc dans ses propos, et plus tard est arrivée l'idée de pouvoir faire des articulations avec le contrat de ville et notamment l'appel à projet. Et donc, étant arrivé en 2008, je suis arrivé avec, on va dire, la première phase, enfin, la phase, on va dire, très opérationnelle où on a vu aussi se déployer aussi pas mal notamment les délégués du préfet qui étaient arrivés. Et l'idée était qu'on était vraiment dans l'objectif d'aller sur le quartier, de rencontrer les partenaires, les acteurs, donc la ville, le bailleur, mais aussi les associations qui œuvrent sur le quartier et d'entrevoir en tout cas la possibilité de parcourir le quartier ensemble à travers le diagnostic en marchand. Donc au départ, il faut le savoir, on n'était pas forcément tous formés et on a vu apparaître une vague euh, de mise à disposition de cabinets justement qui venaient pour proposer ce type de prestations. On a très vite été formés justement et l'école de la rénovation urbaine a permis à pas mal d'entre nous de connaître un petit peu les techniques d'animation, d'observation et puis de réalisation de diagnostic en marchand. Et ces diagnostics en marchand avaient quel but? Donc de partager le regard, déjà, ce qui n'était pas forcément évident, de remettre aussi au centre, et je dirais l'habitant en tant qu'acteur, mais plus loin, en tant qu'expert d'usage. C'était vraiment l'idée de pouvoir faire en sorte, et on s'en est aperçu
comment dire, au quotidien quand on mettait en place les diagnostics en marchant et on avait la surprise, notamment même des agents techniques, de se rendre compte de l'importance d'avoir les habitants à proximité pour justement faire état un petit peu des difficultés qu'ils pouvaient surmonter. Et puis, ben, se mettre d'accord sur le partage des responsabilités en fonction du patrimoine, hein, et en fonction des compétences. Il y avait l'agglo qui, pour son rôle, devait se charger de tout ce qui est organisation de la collecte, sensibilisation à l'environnement, tout ce qui relève aussi des nuisibles, et puis bien sûr toute la partie DEVECO, insertion professionnelle, et puis la partie cohésion sociale, donc comment développer des actions d'amélioration du cadre de vie à travers le contrat de ville. Donc il y avait toutes ces compétences-là qui étaient mobilisées, bien sûr les compétences des communes, compétences techniques, les services techniques, etc. Et puis bien sûr les organismes logeurs, hein, qui devaient aussi traiter sur leur patrimoine toute la partie gestion au quotidien, etc. Et donc, avec ce parterre d'acteurs et l'habitant, on devait justement travailler sur comment on pouvait cheminer sur le quartier, tenir compte des observations et à partir de ces observations, faire des préconisations. Et de ces préconisations-là, on pouvait monter des plans d'action qui répondaient normalement bah, aux attentes et aux besoins exprimés dans le cadre de la convention de GUP. Donc voilà, toute cette partie-là qui a été mise en place au fur et à mesure. Et j'en rappellerai également aussi un des éléments qui a permis de faire remonter encore l'importance de la gestion urbaine dans le cadre de la politique de la ville. Ça a été aussi la loi de 2014, donc la loi qui permettait aussi la création des conseils citoyens, qui a permis aussi d'accompagner au mieux les conseils citoyens et de leur permettre justement, notamment à travers la gestion urbaine, de faire en sorte qu'on puisse aussi les intéresser sur les questions liées au quotidien, liées à l'environnement, etc., etc. Et puis voilà, donc je vais pas trop longtemps m'éterniser, mais de là à vous dire que bah, forcément ces conventions ont permis pas mal d'actions et notamment à travers l'intervention aussi des associations. Donc la mise en place de jardins partagés, des jardins en pied d'immeuble, d'animation de fêtes de quartier, mais en pied d'immeuble aussi, mais qui répondaient aussi au fait que euh, en termes d'animation d'espace public, il y avait forcément des endroits où il n'y avait pas forcément beaucoup d'animation. Donc voilà, l'idée étant de tenir compte des observations faites dans le cadre de la JUP et de faire en sorte qu'elles se traduisent dans le cadre de l'appel à projet. Et de faire en sorte que ben, voilà, les associations aussi s'en imprègnent et qu'elles puissent proposer des actions qui répondaient à ces besoins. Et donc voilà, chemin faisant, les associations continuent de le faire aujourd'hui. Euh, il reste encore forcément des choses encore à améliorer, mais voilà, des actions en pied d'immeuble, des jardins partagés, des actions de concertation aussi des habitants qui portent leurs fruits. Et puis, bien sûr, l'idée de continuer à mobiliser régulièrement ces acteurs-là, c'est bien ancré aujourd'hui et on s'en aperçoit avec avec des instances qui sont mises en place par commune, qui travaillent autour de la régulation sociale des quartiers, autour de la qualité urbaine, tous ces aspects-là. Et donc, l'idée comment dire, régulièrement rendre compte et faire en sorte qu'il y ait comment dire, une observation continue de ces quartiers. Voilà. Merci, Euh, merci. je pense que j'en ai terminé sur cet aspect-là. Si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre. Je voulais juste que tu, si possible, hein, s'il y a une réponse à cette question-là, que tu illustres bien finalement les rôles partagés, les responsabilités partagées entre l'Interco et la commune sur cette convention du USP qui existe, parce je sais qu'il y a une convention cadre qui existe, mais Oui, comment oui, elle est traduite dans les oui. communes Alors, et comment on s'assure que les communes, très justement, rapidement. Ouais. s'insèrent bien dedans.
Ouais, très rapidement, l'agglo était le chef de file, étant donné que ça reste l'animateur du contrat de ville. Donc c'est pour ça qu'un poste avait été proposé à l'époque pour pouvoir gérer l'ensemble des quartiers en termes de coordination intercommunale. Mais très vite, les villes aussi se sont emparées aussi de cette question. Il y a des villes qui ont permis, à travers des moyens humains, à travers des postes dédiés, de pouvoir coordonner aussi la gestion urbaine de proximité communale. Et c'est ça qui a permis aussi de faciliter aussi le travail du coordonnateur à l'échelle interco. Comment dire? Mais l'animation, elle était intercommunale sans pour autant mettre de côté le travail qui se fait au niveau des communes. Et ça, il faut le rappeler parce qu'il y a il y a une vraie importance en fait. Enfin, comment dire? Une- un écosystème qu'il faut qu'on respecte. Et l'aglo à ce titre-là, enfin, on a toujours essayé de respecter au mieux les écosystèmes locaux, donc des communes, voir comment celles-ci elles fonctionnent et à partir de là, on s'adapte. Montbéliard était très en amont, très, très bien équipé dès le départ à mettre en place des réunions. Il y avait déjà des réunions qualité urbaine bien avant la GUP et au fur et à mesure, en fait, on a fait en sorte que PMA puisse intégrer les instances aussi communales pour faire état un petit peu de ce qui se passe chaque mois dans chaque commune, chaque quartier. Et puis, bien sûr, après, les autres communes se sont organisées. Et en termes de coordination, donc ça reste PMA qui propose en tout cas une convention, un projet de convention à l'échelle intercommunale, mais bien sûr, l'ensemble des projets de quartier sont travaillés avec chaque commune et avec chaque bailleur en fonction de leur patrimoine présent sur le quartier. L'objectif étant de tenir compte au plus près de chaque spécificité des quartiers et de proposer en tout cas un projet de quartier qui soit adapté en fonction des besoins, des compétences et des capacités des acteurs. Et je suppose qu'actuellement, c'est le même fonctionnement finalement. On reste Actuellement, c'est le même fonctionnement, mais je pense que Amina pourra et Marion pourront confirmer. En tout cas, voilà, l'objectif étant que les collectivités travaillent ensemble et que derrière s'organise en tout cas le parterre d'acteurs, associations, organismes logeurs, services dédiés en tout cas pour travailler autour de la question de la gestion humaine de proximité. Merci beaucoup, Khalil. Je précise juste que du coup, PMA, c'est un ensemble de 6 communes avec 9 quartiers prioritaires de la ville. Voilà, Alors, 6 communes concernées par les QPV. pas Mais la il faut, QPV. alors Bien sûr. peut-être rappeler que ça c'est, enfin, à l'époque où je travaillais, il y avait également l'idée que les communes qui n'étaient pas forcément inscrites dans le cadre de la JUP, enfin en tout cas en QPV, pouvaient aussi bénéficier de la même prestation. Donc, il m'est arrivé de faire des diagnostics en marchand sur d'autres quartiers qui ne sont pas en QPV, que ce soit même à Vieux-Charmont ou dans d'autres quartiers de Valentinier. Mais l'idée était qu'on propose, mais que ce soit même à Montbéliard, qu'on propose en tout cas cette prestation à l'ensemble à l'ensemble des communes et à l'ensemble des quartiers, même si ces derniers ne font pas partie des QPV. L'objectif était de favoriser la participation citoyenne et notamment faire en sorte qu'on ait en tout cas un peu plus comment dire, d'outils pour les acteurs qui souhaitent travailler autour de ces questions-là et en termes de coordination. Et ça a été en tout cas très rapidement mis en place. Ok, super. Et juste pour pousser encore plus loin, du coup, les explications, j'aimerais bien, s'il te plaît, si tu peux nous donner un peu tes préconisations en tant qu'ancien, justement, agent d'une collectivité et maintenant agent de l'État. C'est quoi ton regard? Voilà, c'est quoi pour toi les précautions qu'il faut prendre en compte pour pouvoir établir une GSP efficace? Alors, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, quand on a vu arriver les volets Habitat et cadre de vie, on était content dans le cadre du contrat de ville. Mais on a vite déchanté parce que c'était très difficile de traduire des actions GUP dans le contrat de ville. Je m'explique dans la mesure où s'il y avait l'idée de, par exemple, d'aménager des aires de jeu ou des espaces spécifiques, c'était pas forcément évident, alors que proposer et même
même si ça a été le cas, il y a eu des associations qui ont proposé des actions de jardin partagé, jardin en pied d'immeuble, des actions qu'on a essayé de mettre en termes d'animation et cadre enfin, en termes d'animation de l'espace public, notamment dans cette thématique spécifique. Le pilier habitat et cadre de vie restait le parent pauvre du contrat de ville. Et s'il y avait une préconisation à faire, c'est de faire en sorte en tout cas, de mobiliser l'ensemble des partenaires et notamment associatifs pour traduire notamment les actions JUP dans le contrat de ville au mieux et faire en sorte que celles-ci puissent être en tout cas puissent être réalisées. Ce qui n'empêche pas, et ça pour le coup je le rappelle, il y a très vite eu l'évolution où les organismes logeurs étaient également euh, partenaire financier du contrat de ville, donc est signataire. Et très rapidement, ils ont aussi pris la pleine mesure de ces actions, et notamment tout ce qui relève chantier d'insertion, action d'insertion professionnelle, de mobilisation en tout cas. Ils ont pris la pleine mesure de ces actions-là et ont participé notamment dans le cadre du contrat de ville, même si c'était des actions qu'on avait euh, préalablement affichées comme emploi-insertion. Ça reste des actions d'amélioration du cadre de vie parce que c'était des actions d'insertion qui intervenaient dans l'habitat collectif, dans les pieds d'immeubles, dans le quartier. Donc ça aussi, c'est des choses à retenir. Et si on doit retenir encore une préconisation, c'est vraiment de, comment dire, de maintenir les diagnostics en marchant. À raison de 1 an ou 1 an et demi en fonction de l'avancée des travaux et de faire en sorte de suivre les plans d'action au mieux. Voilà. Euh, le chef de projet GUP, en fait, a ce rôle d'assurer l'intermédiation entre les différents services. Donc, à la fois en interne, si celui-ci fait partie d'une collectivité, donc avec les différents services, et c'est tout l'intérêt, au même titre que la politique de la ville, d'aller dans les différents services et de voir comment on peut travailler ensemble. Et puis, bien sûr, la difficulté aussi du chef de projet, c'est de faire en sorte que tout cela se traduise à l'extérieur et de faire en sorte qu'il y ait des liens entre les organismes logeurs, les associations, l'ensemble des acteurs qui travaillent dans les quartiers, les acteurs de terrain, etc. Et ça crée une vraie dynamique. Super. Merci beaucoup, Khalil, pour ce Je regard vous en prie. englobant finalement de la GSP. Je vais maintenant passer la parole à Amina Mansouri qui va nous donner son point de vue sur comment se vit et se traduit la GSP au niveau d'une commune. Voilà. Je te laisse la parole, Amina. Merci Noélie. Donc, bon, je rappelle, hein, la gestion urbaine et sociale de proximité, si au départ elle était GUP, elle devient GUSP, mais l'objectif, hein, on le redit, c'est l'amélioration du cadre de vie des usagers, des citoyens, en y intégrant donc des actions de gestion urbaine et sociale de proximité. Donc, pour nous à Montbéliard, elle se traduit par une collaboration entre la commune, donc les services de la commune, les acteurs locaux, les citoyens, pour répondre aux besoins vraiment spécifiques de la population. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu le rôle et le fonctionnement de la GUSP à Montbéliard. En tout cas à Montbéliard, elle s'articule autour de plusieurs axes. D'abord, la concertation. On commence d'abord et avant tout vraiment ce qui fait une bonne GSP et des actions qui fonctionnent, c'est d'abord la concertation. Donc la commune, elle organise régulièrement des réunions, des temps d'échange avec les associations représentatives des habitants, les les bailleurs privés et les bailleurs publics, les services de PMA et notamment les services de collecte et de gestion des déchets, les services techniques de la ville et on y intègre aussi les services de la police et la police municipale notamment pour recueillir les avis et les préoccupations. C'est ce que disait un petit peu Khalil tout à l'heure, c'est ce qu'on appelait bien avant que la GUP existe, hein, les réunions qualité urbaine
qu'on a remanié, retravaillé et adapté en fonction des attentes. C'est d'abord et avant tout cette coordination, ces échanges, ces temps qui font toute la genèse même des actions qui vont être créées. Et c'est par ce partenariat, ces échanges, que ensuite ces actions, elles aboutissent. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Ensuite, donc ça, là, on a commencé, donc le premier axe, c'est la concertation. Ensuite, c'est l'intervention sur le terrain. On a un agent, donc un coordonnateur GUP, qui fait de la veille territoriale tous les jours. Il passe, on a trois QPV sur Montbéliard. Il passe dans les QPV en priorité, mais il fait toute la ville et il fait vraiment une réelle veille territoriale. Donc, donc l'objectif, c'est d'étudier les problématiques du quotidien, qu'il s'agisse de la propreté, de la sécurité ou même de l'aménagement urbain. On est vraiment sur, il y a une personne sur le terrain qui relève les dysfonctionnements, qui les évoque, que ça soit avec nos propres services, donc au sein de la ville de Montbéliard, mais aussi avec les bailleurs ou PMA. Donc l'idée, c'est une personne qui fait un peu le lien et qui fait une vraie veille territoriale au quotidien. Ensuite, troisième axe, troisième et dernier axe, c'est un peu un rôle de coordination avec les services techniques et les services municipaux. Donc, vraiment, notre objectif, c'est la GUSP qui favorise une approche intégrée en mobilisant donc les différents services de la ville, que ce soit l'urbanisme, les services espaces verts, BLEP, le bâtiment et espace public, etc. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une réponse cohérente et efficace à chaque problème. Donc, voilà. Pour nous, trois axes principaux dans cette GUSP qu'on essaie de développer, la concertation, la veille territoriale avec une intervention sur le terrain et la coordination des services municipaux. Ensuite, donc petit à petit, on s'est organisé sur la collectivité. Elle a mis, on a créé très vite à la ville de Montbéliard, dès les années 2000 et tout particulièrement à partir de 2005, un coordonnateur, il y a eu un coordonnateur GUSP qui était en charge de la politique de la ville. Ça s'est mis notamment suite à la loi Borloo, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en 2005, où la collectivité a décidé donc de répondre, et notamment en lien avec l'ANRU, à tous ces défis de la gestion urbaine et sociale de proximité en créant ce poste. Donc, l'objectif de ce coordonnateur GUP, c'est de suivre les projets qui sont liés à la GUP, de suivre la convention GUSP qu'a évoqué Khalil Leni, de former, en tout cas de sensibiliser aussi bien les usagers que les agents de la ville, que les partenaires sur plusieurs thématiques liées à la GUP. Et enfin, de créer les conditions d'une bonne collaboration interpartenariale pour permettre aux uns et aux autres de rendre efficaces les actions qui sont portées. Donc, comme je vous l'ai expliqué au départ, la la GUP, avant qu'elle passe GUSP, était portée par la ville de Montbéliard et depuis 2005. Et depuis quelques années, cette GUSP, on a décidé de donner toute l'ampleur à le S du gestion urbaine et sociale de proximité. Elle est portée, donc la GUP est portée par le CCAS de Montbéliard dans le pôle de cohésion sociale et d'insertion professionnelle. C'est un peu c'est vrai que ça se fait pas par ailleurs, mais cette GUSP, elle est portée dans un pôle de cohésion sociale et d'insertion professionnelle avec comme ambition de prendre en charge toutes les problématiques potentielles que peut rencontrer un usager. Dans le cadre de ce pôle de cohésion sociale et d'insertion professionnelle, on a la partie sociale, puisqu'on a les travailleurs sociaux qui reçoivent les usagers. On a la partie emploi-formation. On a la partie logement et GUP.
Et c'est dans ce cadre-là que depuis, je crois que c'est 2018, la GUSP a été intégrée au sein du CCAS de Montbéliard. Depuis ce moment-là, on a développé notre relation avec les principaux intervenants qui sont l'État et PMA, et particulièrement PMA en tant que chef de file politique de la ville, donc Pays de Montbéliard Agglomération, qui est l'agglomération à laquelle on dépend, qui est le chef de file donc de la politique de la ville et qui nous a accompagnés. À l'époque, c'était qu'à Lille, hein. On a énormément travaillé ensemble dans ce cadre-là pour mettre en place plusieurs actions liées à la GUP. Donc, on a une convention cadre dans laquelle la ville de Montbéliard est signataire. Elle est partie prenante puisque elle fournit les éléments liés au plan d'action que la ville décide de mettre en avant et de mettre en place. Ce plan d'action qui découle des diagnostics en marchand. Dans ce plan cadre, elle met en place toutes les actions et il y a une évaluation qui est faite année par année des actions évoquées et mises en place. Alors, on devait aussi, enfin en tout cas, il a été proposé que j'évoque quelques actions notoires dans le cadre de la GUP chez nous à Montbéliard. Je ne vais pas en développer certaines puisque ça fera l'objet du prochain webinaire. Donc, je ne vais pas forcément les développer. Là, je vous ai évoqué jusqu'à maintenant les réunions qualité urbaine, donc qui réunissent, je rappelle, les bailleurs, les services techniques, la police municipale et les associations d'habitants qui, autour donc des temps qui se font une fois par mois de façon mensuelle, on évoque les problématiques rencontrées par les uns et les autres et on essaie de trouver des solutions à ces problématiques. Le coordonnateur ainsi est facilitateur et essaie de trouver des solutions à telle ou telle doléance rapportée. Je vous ai parlé de la veille territoriale, qui est très importante, pour nous, parce que ça nous permet d'être au fait des choses au jour le jour. Khalil l'a évoqué, et nous, c'est une action qui nous a très vite tenu à cœur, c'est les chantiers communaux d'insertion. Donc, on s'est basé sur la mise en place de ces chantiers communaux d'insertion. Bien sûr, il y a tout le volet emploi et insertion professionnelle, mais il y a d'abord et avant tout le volet amélioration du cadre de vie. Parce que dans ces chantiers communaux d'insertion, tout un travail est fait avec les bailleurs, un travail est fait avec les associations. D'habitants pour déterminer des actions d'amélioration de cadre de vie. La mise en place d'un banc, la remise en peinture d'un endroit, le travail aux espaces verts, des plantations particulières. Et ça, ça c'est en règle générale aussi bien réalisé avec nos services techniques hein, de la ville, mais aussi dans le cadre de ces chantiers communaux d'insertion, puisque l'objectif, le point de départ, est bien l'amélioration du cadre de vie. Et puis, on a aussi réalisé des fresques, etc. Une autre action et qu'on développe là depuis cette année, c'est les permanences. Comme je vous l'ai évoqué, on a 3 QPV sur Montbéliard et ces QPV qui sont un peu éloignés, donc la Petite Hollande, la Chiffonne et les batteries du parc. Notre coordonnateur GUP va au plus près des habitants et met en place des permanences où les habitants peuvent venir le solliciter aussi bien pour des problématiques de GESP, de gestion urbaine ou de cadre de vie en tout cas, ou des problématiques d'habitat et de logement. Voilà un peu les actions. On a mis d'autres actions comme des actions de fleurissement en pied d'immeuble, etc., etc. Khalil, tu lèves la main. Mais voilà en gros les actions notoires. Je ne veux pas développer les autres actions qui seront évoquées, notamment les diagnostics en marchand, les diagnostics territoriaux jeunes, etc., qui seront largement présentés et développés lors du prochain webinaire. Super. Merci beaucoup, Amina, pour cette présentation très pédagogique, je trouve, et à travers laquelle on voit bien le lien finalement entre les différentes parties prenantes d'une GSP. On voit bien le lien entre les signataires voilà, d'une convention,
Et donc, s'il n'y a pas de main levée, C'est Khalil a Khalil qui voulait parlé. évoquer une question, Khalil. Vas-y, Khalil. Mais le son, Khalil. Merci Amina. Amina m'a fait rappeler une chose que je voulais aussi évoquer quand tu m'as parlé, Léonie, de si j'avais des préconisations à faire, en tout cas pour s'assurer. Et il y a un aspect qu'on a oublié d'évoquer, c'est la TFPB. Et ça, je pense on en parlera quand Cyril interviendra. En tout cas, l'idée qu'il y avait aussi ce temps qui permettait donc à l'ensemble des partenaires de rendre compte chaque année, donc de faire le bilan à la fois TFPB, mais aussi il y avait aussi des temps d'animation qui étaient proposés où on invitait les villes, donc à la fois pour rendre compte un petit peu de la convention GUSP, mais aussi de donner à voir, en tout cas à travers le contrat de ville et les actions qui étaient portées, que ce soit au titre de l'emploi, de l'insertion, de l'amélioration du cadre de vie, de toutes les actions qui pouvaient être financées par les organismes logeurs. Et ça aussi, ça favorise aussi la dynamique autour de la gestion urbaine et sociale de proximité. C'était juste mon propos pour, en tout cas dans les éléments qu'il faut tenir compte si on souhaite, en termes de conditions de réussite, si on souhaite s'assurer d'une bonne GUSP. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ça fait bien le lien du coup avec, Je avec voudrais Cyril juste, Debut. ouais, je voudrais pas couper le lien avec Cyril, mais sur les axes potentiels d'amélioration, en tout cas, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Khalil, et il a complètement raison, de développer et de traduire encore plus largement ces actions GUSP, parce que l'amélioration du cadre de vie, ça permet aussi l'appropriation de l'espace public des habitants, d'être voilà, bien où on vit. Mais si ça doit plus se développer, et donc que les associations doivent plus déposer d'actions dans cette thématique, j'attends aussi potentiellement que les financeurs puissent aussi accompagner largement, que ce soit les associations ou aussi les collectivités, dans ce cadre-là. Donc l'un va pas sans l'autre. Et enfin, je voulais quand même appuyer vraiment. En tout cas, je ne sais pas si c'est une originalité dans notre ville, mais vraiment, et du coup, ça pourra faire le lien avec Cyril qui reprendra la parole, la qualité de nos relations avec nos bailleurs sociaux qui vraiment sont présents, mais pas que sur leur patrimoine, c'est pour la collectivité en général. Et il y a un vrai travail d'échange et oui, un travail interpartenarial vraiment de qualité au sein, en tout cas nous, à Montbéliard. Et ça, c'est important. Eh ben, super. Ben, le tapis rouge est déployé pour que Cyril Debut puisse du coup prendre la parole pour nous parler ben, du coup de comment est-ce que il vit la GSP en tant qu'organisme logeur. Et également nous détailler un peu les relations entre lui, même si on l'a déjà un peu vu avec le témoignage d'Amina entre lui et puis les collectivités. Et puis nous parler également d'exemples d'actions voilà, que le bailleur social a pu mettre en place dans le cadre de la GSP à Montbéliard. Je vous laisse la parole, Monsieur Debuy. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être me présenter, donc Cyril Le vice-directeur territorial pour le bailleur Neolia. Peut-être préciser que Neolia gère sur le territoire qui nous intéresse, à savoir sur le pays de Montbéliard, 9000 logements, et que parmi ces 9000 logements, 60% sont implantés dans les 9 quartiers QPV. Hein. Il y avait 7 quartiers QPV qui sont devenus neufs. Et donc, pour certains, hein, nous sommes monobailleurs. Il y en a quelques-uns sur Valentinier-les-Buis, notamment Champvallon à Betoncourt et Champmontant à Audincourt. Donc, ça représente un nombre de clients important, hein, parce que si on part d'une moyenne qui est de 2,4 clients au logement, hein, c'est 13 000 clients finalement hein, que nous avons hein, dans ces logements qui sont implantés en quartier QPV. J'en profite tout de suite pour renvoyer le compliment qu'a fait Amina il y a quelques minutes au bailleur. Enfin, moi, je pense que notre force sur le pays de Montbéliard, c'est déjà de bien se connaître. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, alors ça me permet de bien connaître l'ensemble des acteurs, de bien se connaître et de vraiment bien travailler ensemble. Et je pense que c'est un peu la base hein,
de la GUSP, parce que sans connaissance des partenaires, sans travail en lien de manière coordonnée avec les partenaires, je pense qu'il n'y a pas des GUSP efficaces, et on a cette incroyable chance sur le territoire, encore une fois, de se connaître et de très bien travailler ensemble. Hein, nous, on travaille très bien avec l'État, on travaille très bien avec l'agglomération, on travaille très bien avec les communes, voilà. Et peut-être qu'une chose importante, c'est qu'il y a des interlocuteurs identifiés de part et d'autre. Hein. On a nos interlocuteurs, hein, parmi l'ensemble des partenaires, et on fait en sorte que l'ensemble des partenaires aient des interlocuteurs chez nous, bailleurs. Voilà. Peut-être revenir un petit peu, alors, au-delà des obligations, au-delà des conventions, hein, nous, la gestion sociale de proximité, on est tombé dedans quand on était petit, hein, puisque c'est notre ADN. C'est notre ADN. Alors évidemment, hein, on rajoute, il faut rajouter l'aspect urbain. J'ai tendance à considérer que finalement, c'est simplement un élargissement du périmètre, mais que la manière de travailler reste la même. Je pense que la vraie concrétisation, en tous les cas, ça l'a été pour moi, de cette convention GSP, ça a vraiment été les diagnostics en marchant, les premiers diagnostics en marchant. Parce que, c'est ce que je disais, ça a permis de se rencontrer, hein, donc d'identifier l'ensemble des interlocuteurs, côté État, côté commune, côté agglomération, et puis de l'autre côté, évidemment, d'identifier les interlocuteurs chez les bailleurs. Ça a permis de se mettre en lien, ça a permis de réaliser des constats partagés, hein, sur les besoins qu'il y avait dans les quartiers. Hein, je crois que c'est Khalil qui disait tout à l'heure, hein, il y avait des besoins sur le volet curatif, mais il y avait évidemment à mettre en œuvre des choses sur le volet préventif. Je pense qu'il y avait certainement pas mal de travail au départ sur l'aspect curatif, il y en a toujours. J'espère qu'il y en a un peu moins. Hein. Et puis, ce qui se traitait peut-être à l'époque, je caricature peut-être un peu, une fois par an, aujourd'hui se traite quasiment au quotidien. Hein. C'est en ça que finalement, la GUSP a considérablement progressé, hein, parce qu'aujourd'hui, on a appris à travailler tous ensemble et de manière coordonnée et très agile. C'est-à-dire qu'il y a un problème, hein, il est résolu quasi immédiatement, hein, c'est-à-dire qu'on se met en lien avec les partenaires compétents et on fait en sorte de le résoudre le plus rapidement possible, dans un sens comme dans l'autre. Hein, c'est de temps en temps la commune, hein, qui fait appel au bailleur sur un sujet qui le concerne, c'est de temps en temps le bailleur qui fait appel à la commune, à l'EPCI ou à l'État sur des sujets qui les concernent. Donc, la concrétisation, c'est vraiment ces diagnostics en marchant qui nous ont, encore une fois, appris à bien travailler ensemble et à travailler aujourd'hui vraiment de manière très agile et au quotidien pour résoudre l'ensemble des problèmes. Alors, il y en a encore, heureusement, hein, parce que sinon, on ne serait pas là, mais à travailler sur le curatif et surtout à monter des actions préventives. Au-delà de tout ça, évidemment, hein, il faut des moyens. Hein, Amina l'a dit, c'est un fait. Hein, alors, parmi les moyens qui ont été donnés aux bailleurs, il y a eu évidemment, hein, ces abattements TFPB que l'on considère chez Neolia. Enfin, pour nous, l'abattement TFPB n'est pas une fin en soi. Pour nous, l'abattement TFPB, c'est avant tout un booster. Hein, c'est-à-dire que d'une manière générale, quand on a un abattement TFPB pour 100, on a plutôt tendance à investir 200. Voilà. Hein, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que même si les moyens qui sont octroyés par ces abattements TFEB sont importants, hein, ils seraient malgré tout, dans l'absolu, pas suffisants. Donc, la GUSP, côté bailleur, c'est pas mal de choses. Hein. Déjà, c'est un peu un état d'esprit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est de l'agilité, c'est de la réactivité, c'est de l'écoute, c'est du partenariat. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit. Quand je dis c'est de l'écoute de l'ensemble, alors de nos clients, évidemment, hein, qui sont quand même au cœur du réacteur, nos clients locataires, mais également de l'ensemble des partenaires, parce que pour comprendre les besoins, et nous on est là, hein, pour répondre à ces besoins, encore faut-il être à l'écoute.
Donc, je reviens sur la question des moyens. C'est vrai que nous, depuis quelques années, et, c'est les conventions, c'est les diagnostics en marchant, c'est les échanges qu'on a pu avoir avec l'ensemble des partenaires, c'est l'écoute de l'ensemble des acteurs, de nos clients, des associations de quartier, des associations de locataires, et puis tous les partenaires que j'ai déjà évoqués. On s'est organisé, on s'est structuré. On a fait en sorte, en tous les cas, d'avoir une organisation la plus efficace possible pour pouvoir répondre à ce que sont nos responsabilités dans le cadre de cette convention GUSP. Pour faire simple, nos responsabilités, c'est évidemment de mettre en œuvre les actions opérationnelles qui sont inscrites dans la convention, actions opérationnelles qui permettent d'atteindre les objectifs stratégiques qui sont également définis dans la convention. Amina l'a dit tout à l'heure, de toute façon, c'est le vrai souci aujourd'hui, c'est d'améliorer le cadre et les conditions de vie pour les habitants de ces quartiers QPV. Je reviens sur l'organisation. Nous, on a une organisation qui est aujourd'hui différente, en QPV, hors QPV. On a créé des équipes de proximité en QPV, alors qu'on a plutôt des équipes de gardiens d'immeubles hors QPV. Et je vais rapidement expliquer la différence. Le gardien est chez nous un métier extrêmement polyvalent. C'est quelqu'un qui gère ses bâtiments, ses bâtiments d'une manière générale, surtout le volet entretien ménager, administratif et relations clients. On a spécialisé les métiers en QPV, c'est-à-dire qu'on a des équipes de proximité. Ces équipes de proximité ne font que de l'entretien. La différence, c'est que là où hors QPV, la moyenne de l'entretien est à 2 fois par semaine, et on peut pousser jusqu'à 3, en QPV, l'entretien est réalisé au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, nos équipes passent dans l'ensemble des bâtiments qui sont en QPV pour assurer l'entretien ménager. En même temps que l'entretien ménager, ça va rejoindre ce que disait Amina tout à l'heure, il y a un vrai sujet sur la veille. Le fait d'avoir des personnes qui passent tous les jours dans les bâtiments, outre le fait de les nettoyer pour qu'ils soient le plus propres possible pour les clients, c'est de pouvoir assurer cette veille, de se rendre compte qu'il y a une vitre cassée, qu'il y a des tags, qu'il y a un conteneur brûlé, qu'il y a des encombrants qui sont stockés, qu'il y a des poubelles qui débordent, et j'en passe. Cette veille, elle est importante parce que c'est ce qui nous permet, encore une fois, d'être agile, d'être réactif, le fait de pouvoir constater tous les jours qu'il y a des dysfonctionnements. Alors, il y a des dysfonctionnements qu'on va résoudre nous directement, et il y a des dysfonctionnements qui vont nécessiter qu'on se mette en lien avec certains de nos partenaires pour pouvoir les traiter. Je pense aux véhicules épaves, notamment, ça peut arriver, ça arrive de moins en moins souvent et tant mieux, mais ça peut arriver. Effectivement, quand nos équipes arrivent et qu'elles constatent qu'il y a un véhicule qui était brûlé ou qu'il y a un véhicule épave, l'idée, c'est évidemment de se mettre en lien très, très, très vite, là, en l'occurrence avec la mairie de Montbéliard, pour que le nécessaire puisse être fait. Et quand c'est le cas, parce que ça aussi, il faut le dire, quand c'est le cas, non seulement le nécessaire est fait, mais le nécessaire, il est très, très vite fait. Et ça, c'est aussi important, d'essayer d'effacer le plus vite possible ce genre de stigmate. Une vitre cassée, on la remplace immédiatement. Un tag, on essaie d'effacer au plus vite. Des poubelles qui débordent, on fait en sorte de les évacuer. Des encombrants, on fait en sorte de les évacuer ou de les ranger. Tout ça, c'est vraiment très, très important parce que ça permet évidemment de maintenir les quartiers propres, mais d'éviter le phénomène de surenchère parce que plus on laisse, d'une manière générale, pire c'est. Donc voilà, ces équipes de proximité sont un exemple, mais il y en a d'autres. On a aujourd'hui des gardiens médiateurs sur l'ensemble des quartiers QPV. C'est-à-dire qu'on a des gardiens médiateurs intégrés qui interviennent sur tous les sujets de tranquillité et de sécurité, soit de manière autonome, si c'est dans leurs compétences, soit de manière coordonnée avec les communes, avec l'État, avec la police, la gendarmerie, la police municipale, etc. Donc, ils sont là pour agir, mais ils sont là aussi pour coordonner les actions qui vont permettre en tous les cas, de résoudre les problèmes qui concernent la tranquillité, la sécurité. Ils ont un rôle aussi important dans le traitement
des problèmes de voisinage. Alors, les problèmes de voisinage sont nombreux, hein, a fortiori quand on gère de l'habitat collectif, et pour certains des grands collectifs, hein, forcément, hein, ça amène des soucis de voisinage. Donc nos gardiens médiateurs sont aussi là, sont prioritairement là en tous les cas pour traiter ces problèmes de voisinage. On a embauché plus dernièrement un référent tranquillité-sécurité. Hein, donc ce référent tranquillité-sécurité vient animer les gardiens médiateurs sur toutes ces questions de tranquillité-sécurité, mais c'est aussi lui, hein, qui fait le lien, hein, avec l'ensemble des partenaires, encore une fois, État, agglomération, commune, justice, police, gendarmerie, police nationale, police municipale, etc. Voilà. On a embauché, on a créé, c'est même pas on a embauché, hein, c'est des postes on a vraiment créé une animatrice de proximité qui intervient justement sur tous les sujets de propreté. Nous, on appelle ça propreté, netteté. Hein, on a la propreté qui est vraiment l'entretien ménager, puis après on a la netteté qui sont, encore une fois, les peut-être les bâtiments un peu défraîchis sur lesquels cela mérite peut-être d'inscrire dans un budget, un plan de maintenance pluriannuel, la réfection en peinture d'une entrée d'immeuble, d'une montée d'escalier, de couloirs de cave, de remplacer des porte-caves, etc., etc. Voilà, hein, donc cette animatrice de proximité vient avec son œil très très extérieur finalement compléter ce que sont les constats qui sont faits par nos équipes de proximité qui interviennent au quotidien. On a aussi, alors sur le volet plus social, pour la peine recruté il y a quelques années des conseillères en économie sociale et familiale. Hein, on en a 3 aujourd'hui, hein, qui interviennent à l'échelle du Pays de Montbéliard et principalement, pour ne pas dire quasi exclusivement, sur les quartiers QPV et qui sont là finalement pour aider, pour accompagner les clients qui sont en difficulté. Alors, la première entrée est souvent la difficulté à payer son loyer ou ses charges, hein, mais même si c'est le point d'entrée, derrière, nos conseillères peuvent aller beaucoup plus loin. En tous les cas, elles accompagnent nos clients sur de la gestion budgétaire, elles les mettent en lien évidemment avec l'ensemble des outils, des services de droit commun. Voilà. Donc, ces conseillères font un travail important. Hein. Tous ces métiers-là, hein, j'insiste, sont des métiers de proximité. Ce sont des gens qui sont sur le terrain. Nos conseillères en économie sociale et familiale passent plus de 80% de leur temps chez les clients. Hein. Non seulement elles sont sur le terrain, elles vont vers. Hein, elles n'attendent pas qu'on les appelle, elles n'attendent pas qu'on les missionne. Hein, elles vont vraiment, elles vont vers les clients, elles vont chez les clients, hein, pour travailler avec eux lorsqu'il y a des difficultés. Je peux citer aussi quelques services, hein, nouveaux chez nous. On a un service qualité, on a un service écomédiation. Hein, ce volet écomédiation, évidemment, quelque chose de très, très important aujourd'hui. Un service écomédiation qui intervient sur toutes les questions de développement durable, la sobriété énergétique, hein, comment on apprend à nos clients à utiliser leur logement de la manière la plus économe possible, sur toutes les questions d'ordures ménagères, de tri sélectif, hein, c'est un vrai sujet aujourd'hui, gros sujet. Hein, donc ce service écomédiation qui a été créé il y a quelques années et qui peut faire de l'accompagnement, des actions ponctuelles qui font suite à une réhabilitation, hein, pour aller expliquer aux clients ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment il faut utiliser les nouveaux équipements pour que le gain de charge soit le plus important possible. Ça peut être aussi des actions type, alors on appelle ça Green Week, nos fameuses semaines vertes où on vient installer un équipement qui s'appelle la Neobox, Neobox qui a été financée d'ailleurs par le biais des abattements TFPB, mais comme la plupart des postes que je viens d'évoquer, et puis qui vont, encore une fois, on est sur le Aller Vert, on installe notre Neobox au milieu du quartier, et puis on invite les clients à venir nous rencontrer. On travaille avec les écoles, on travaille avec les Francas, on travaille avec les MJC, on travaille évidemment avec les habitants, on travaille avec les associations, voilà, hein, pour sur toutes ces questions de développement durable. Et on a fait rentrer depuis quelques années maintenant la question intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois avec les enfants,
hein, et on travaille à la fois avec les seniors sur le quartier. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses. Je pourrais en dire encore bien davantage, mais peut-être s'il y a des questions, donner l'occasion de les poser pour que je puisse ou que nous puissions y répondre. Et donc, merci beaucoup pour cette présentation quasi complète parce qu'on ne peut pas dire que c'est complètement parfait. Euh, on voit bien en tout cas toutes les actions que vous mettez en place qui sont financées au travers de la taxe d'abattement. On voit bien le volet social que vous avez investi à travers la création de postes hein, dédiés carrément. Et donc, on voit aussi très bien le maillage interacteur que vous avez su démontrer à travers votre présentation. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous ces apports que ce soit vous comme les intervenants précédents. Avec vous, on a su, en tout cas moi, dans tous les cas, voir comment se met en place, comment marche la JSP sur Montbéliard. Et donc maintenant, j'invite les participants à poser des questions, à faire des remarques, voilà, à prendre la parole en tout cas pour continuer d'alimenter ce temps d'échange sur la JSP et les acteurs qui la font. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair? Caroline, je t'invite à Oui, ouvrir ton micro et à prendre la parole. vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, très bien. J'avais une petite question sur justement les usagers, les habitants qui participent au diagnostic en marchant évoqué sur Montbéliard. Est-ce que vous avez des habitants, on va dire, uniquement venant d'associations ou vous avez aussi des usagers, on va dire, un peu en roue libre? Parce que effectivement, sur certains territoires, il n'y a pas beaucoup d'associations d'habitants. Donc, je voulais savoir justement qui étaient les habitants qui participaient au fameux diagnostic et également aux réunions construites en amont. Merci. Alors, donc sur Montbéliard, on a eu tout d'abord des habitants qui venaient parce que voilà un petit cercle de personnes. Ensuite, il y a eu, j'ai le nom qui m'échappe, Conseil citoyen. voilà, les conseillers citoyens, pardon. Mhm. Donc voilà, les conseillers citoyens qui ont été une manne intéressante hein, sur Montbéliard, ils se sont mis en association donc on les a intégrés à la réflexion, à la participation des diagues en marchand et à la réalisation et en tout cas des plans d'action. Et puis, nos conseillers citoyens sont morts de leur plus belle mort, entre guillemets. En tout cas, il n'y a plus eu de conseillers citoyens. Mais on a un réseau d'usagers, mais qui ne sont pas forcément mis en association, qui participent à chaque fois à nos dialogues en marchant, tout en sachant qu'il y a une communication qui est faite. Comme je vous l'ai expliqué, on travaille beaucoup avec les bailleurs, hein, qui est fait auprès des bailleurs. Et les bailleurs qui redescendent l'information à ceux qui sont au plus près. Et dans nos diagnostics en marchant, enfin, on vous le présentera dans la prochaine, je pense que dans la prochaine Prochain dans le prochain webinaire. webinaire, il y aura une belle présentation de cette action. On a aussi les gardiens qui sont au plus près. Qui participent, on a aussi bien les responsables que les gardiens des bailleurs qui participent aussi à ces déambulations. D'accord. Et Donc, la communication se fait surtout par le biais des bailleurs, enfin du bailleur, si je comprends bien. Alors, par le bouche à oreille, Oui. par notre réseau préexistant et un peu et en effet par les bailleurs. il y a également les membres d'associations, donc tout ce qui est MJC, centre social, etc. Enfin, Qui relève, hein. Les on a associations aussi d'éducation populaire qui on sont a des aussi. adhérents qui viennent aussi, qui sont présents. Alors, soit il y a le responsable d'association qui vient, ou avec un animateur jeune, ou enfin secteur jeunesse, ou référent de famille, ou sinon on a également, enfin souvent, ces acteurs sont accompagnés aussi d'adhérents qui viennent régulièrement et qui sont du quartier pour nous accompagner dans les diagnostics en marchant. Et une dernière question, et après j'arrête de monopoliser. Et justement, parmi ces usagers, est-ce que vous avez quand même pas mal de jeunes ou quel est le profil, grosso modo, on va dire, des personnes qui y participent?
On a eu quelques jeunes, mais la plupart du temps, il faut Mm, l'avouer, ça reste mm. quand même les personnes âgées qui sont le plus souvent présentes. Mais on a aussi des mères de famille aussi dans les derniers diagnostics en marchant réalisés là sur les territoires. On a eu des mères de famille qui viennent, qui ont leurs enfants dans les crèches, dans les maternelles, etc. et qui nous accompagnent aussi dans les diagnostics en marchant. Absolument. Alors, il y a en effet, dans les diagnostics en marchant habituels, on a plutôt une moyenne d'âge très élevée. Pour pouvoir diminuer cette moyenne d'âge et travailler sur le public jeune, c'est pareil, ça sera une action qui va être proposée dans le prochain webinaire. On a mis en place, en tout cas, sur Montbéliard, mais aussi à Betoncourt et d'ailleurs porté et impulsé, on va dire, par PMA et Trajectoire Ressources, des diagnostics territoriaux jeunes où là, c'est vraiment une autre façon de faire. Et je crois, en tout cas moi qui ai vu un peu les diagnostics habituels et ce diagnostic territorial jeune, il y a eu un réel impact de l'intervention de ces jeunes et de la mise en place de cette façon de, enfin on vous le présentera dans le prochain webinaire, cette mise en place qui a été différente de ceux des diagnostics normaux et l'impact, eh ben, ça a été enfin, des installations à un coût très Et puis, important. t'arrêtes là, Amina, ne spoil pas le prochain D'accord, webinaire. voilà. Et du coup, voilà, j'arrête là. Mais oui, ça a été une préoccupation. Et vous avez raison d'avoir cette préoccupation pour intégrer les jeunes. Je crois que c'est une manière différente de faire, c'est une manière différente de sensibiliser et c'est une manière différente de mobiliser. Très bien, Et merci beaucoup. très Merci. rapidement, enfin, sans vouloir spoiler, il y avait aussi les diagnostics qu'Amina proposait, des diagnostics en marchant mais diurnes. Donc, Et de. complètement, mais ça, on peut en parler, Khalil, et je voulais le redire parce que Vas-y, je t'en tu prie. as complètement raison, tu as commencé à l'évoquer. On a fait un diagnostic en marchant un peu original, qui est ben, sous l'impulsion avec Khalil, hein, parce qu'on travaillait avec Khalil. Ce diagnostic, il était à destination des femmes pour ce sentiment d'insécurité. Vous savez tous que dans les quartiers, on a des endroits où les personnes ont des sentiments d'insécurité, et notre objectif était particulièrement de travailler avec ce public femme qui le soir ou dès qu'il fait un peu plus, enfin nuit tôt comme au mois de décembre, au mois de janvier, Mm. n'ose pas aller à tel ou tel endroit. Comment faire en sorte que ce sentiment d'insécurité par des améliorations de cadre de vie puisse disparaître? Merci Ok. Khalil de ce rappel. Donc, Amina, ça passait par la sûreté, par l'éclairage, des choses comme ça. Donc, c'était intéressant d'avoir aussi, en tout cas, cette approche à une autre heure de la journée. Voilà. Ok. Merci. Il y a Monsieur Ixi, Mohamed, qui veut poser une question ou faire une remarque. Bonjour. Donc, je suis président conseil citoyen de notre agglomération qui est de Nancy. Et aussi, je suis le porte-parole de la Fédération nationale des conseils citoyens qu'on a créé donc, il y a un an, là, qui permet aussi donc, de travailler sur le terrain avec aussi, que ce soit la NCT ou avec aussi le cabinet du ministère de ville, avec aussi le Conseil national des villes. Voilà, donc je parle au niveau de conseil citoyen. Au niveau de ce que je viens d'entendre, c'est vrai, donc c'est le centre voilà, de rencontres, etc. C'est le Conseil citoyen. Donc nous, on a ce rôle avec, depuis notre création qui était de 2016, on était aussi, donc, avec, c'est nous qui organisons le partenariat et accentué aussi avec les associations, avec aussi les élus, les acteurs de politique de la ville, que ce soit les bailleurs, etc. Et c'est ça qui nous permet d'avoir un contact direct avec les habitants parce qu'ils ont une confiance totale avec nous. Depuis, voilà, donc, le travail qu'on a effectué sur le terrain, puis aussi encore, il n'y avait pas que le diagnostic voilà, marchand, mais on faisait aussi des contacts directs avec les habitants dans les entrées d'immeubles, voilà, qui nous permettent d'avoir des réponses rapides et aussi leur donner aussi des solutions rapides parce qu'on était les seuls voilà, qui participent des commissions, que ce soit donc avec les bailleurs, avec aussi les métropoles, etc. Et ce travail-là qui permet d'avoir des diagnostics précis, qui permet aussi d'avoir aussi une relation forte avec les habitants, que ce soit intergénérationnel, que ce soit les jeunes, que ce soit aussi les familles et aussi les personnes âgées. Et c'est ça qui est le plus important, ce que je viens d'entendre, c'est ce travail-là qui nous a permis d'avoir plus au niveau de réalisation avec, voilà, donc il y a une personne présente ici qui était de la mairie, qui est présente dans ce groupe. Voilà, donc j'ai vu. Donc, bah, on travaille toujours ensemble et c'est ça qui facilite. C'est le travail voilà, qui permet aussi d'avoir des réponses et des projets.
voilà, qui s'investit en même temps pour les habitants et en même temps pour les acteurs de politique de la ville. Les bailleurs aussi, voilà, ils nous demandent notre avis, donc et ça permet de savoir comment ils vont utiliser aussi les subventions et utiliser aussi donc TBV, PFTP, etc., pour travailler sur les projets de contrats de ville, sur les projets aussi au niveau de jardins partagés, avec aussi donc améliorer la vie quotidienne. Et on travaille aussi avec les médiateurs, voilà, qui sont aussi partie intégrante dans les décisions sur faciliter au niveau des sécurités, au niveau du travail avec aussi de proximité. Et c'est vrai, donc c'est tout un travail, voilà, qui nous a permis, voilà, d'avoir toujours ces diagnostics et aussi apporter au niveau voilà, des projets d'urbanisme et projets aussi de tout ce qui concerne, voilà, la politique de la ville, l'éducation, l'emploi, etc. Et c'est permis même avec, voilà, d'autres qu'on mettait même aux entrées des écoles, qu'on peut aussi rencontrer les parents, les habitants. Et c'est ça qui permet d'avoir un travail avec surtout des relations fortes avec les habitants. Et c'est ça qu'ils veulent les habitants. C'est pas seulement qu'on essaie toujours de faire des diagnostics marchands ou bien avoir toujours voilà, des informations, mais aussi les faire participer. Donc, les faire aussi, leur donner vraiment la place de décision. Et c'est ça que ben, ils aiment. Et quand ils voient qu'on est vraiment, donc les personnes qui sont là toujours à leur apporter, donc, et aussi à les pousser à venir participer dans des commissions, participer aussi dans des décisions, et ben ça pousse encore au niveau des réalisations. Et c'est ça qui nous a facilité avec les acteurs politiques, au niveau de réalisation des projets d'urbanisme, les projets aussi d'éducation, les projets de l'emploi, etc. Ça nous a donc aussi renforcé de notre place et aussi renforcé le dialogue avec au niveau national. Et qui nous a Merci. permis d'être en reconnaissance de créer la fédération à cause du travail qu'on a fait sur le terrain. C'est super. Merci beaucoup pour ce témoignage, du coup, qui vient aussi nous rappeler à quel point l'habitant est acteur aussi de la GSP et tout ce travail que les conseils citoyens font dans le cadre de la GSP. Donc, merci beaucoup pour cet apport. Juste pour information, tout ce travail, toute cette démarche, en tout cas participative autour de la GSP, sera effectivement le sujet de prochains webinaires. Donc, vous serez le bienvenu aussi pour intervenir à ce webinaire-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, Ouais, je suis désolée, mais j'arrive pas à décrypter ouais, quel nom, quel prénom. mon nom est flamand. Donc, je m'appelle Romain Quachber et donc je travaille dans une régie de quartier à l'île Sud. D'abord, merci beaucoup pour la qualité de vos échanges, de votre travail et du partenariat. L'île Sud, c'est 22 000 habitants et c'est au niveau des logements, principalement des logements collectifs. Donc, la question de gestion urbaine de proximité, effectivement, a du sens. Elle est portée au niveau de l'île métropole de la Melle, hein. Il y a des responsables, des réunions avec les gens des différentes mairies, et effectivement, un travail on va dire, de plan d'action. J'ai bien aimé ce que disait Khalil à ce sujet qui rapprochait de cette gestion urbaine de proximité, d'améliorer les conditions de vie avec le projet de territoire. Et je pense que c'est ce qui donne du sens et de la cohérence à une action. Alors, nous, il existe des projets de territoire au niveau des mairies de quartier, mais qui devraient être, on va dire, un petit peu plus opérationnels dans le sens, voilà, en quoi la qualité urbaine est importante, elle est importante, mais par exemple, sur les questions il y a un projet en rue au niveau du faubourg de Béthune. Il y a un gros travail qui est fait sur les questions de logement, relogement grâce à la maison du projet. Mais chacun travaille un peu dans son coin au niveau de la gestion urbaine de proximité. Et je vais aller directement à ma question. C'est beaucoup d'infos qui sont, on va dire, remontées. Moi, je gère les médiateurs sociaux dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. On a un outil. Est-ce que vous disposez, on va dire, d'un outil commun permettant de regrouper toutes les infos? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait des coordinateurs dont c'était
le travail de rassembler tout ça, voire d'en faire une analyse, voire de faire des hotspots, des points chauds sur les endroits où effectivement il y a besoin de se concentrer. Donc, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Est-ce que c'est des outils communs? Et plus globalement, est-ce que vous avez une sorte d'observatoire, de veille, on va dire, de la gestion urbaine de proximité, ou comment communiquez-vous sur, on va dire, l'avant gestion urbaine de proximité et l'après dans le cadre d'un plan d'action, entre guillemets, réussi? Parce que les collectivités, les partenaires, les habitants ont besoin de voir aussi que les choses s'améliorent. Donc, quel type d'outils? Ou c'est peut-être dans le cadre du prochain webinaire, mais en tout cas, c'est les questions qui m'interpellent dans la manière de partager des infos dans ce plan d'action, d'aller ensemble à l'essentiel de ce qu'on va faire, ou en tout cas de se donner les priorités. Merci de vos réponses. Juste avant qu'Amina ou Khalid ne prennent la main pour répondre, oui, ben effectivement, les outils seront aussi l'objet du prochain webinaire. Il y aura une présentation faite par une collectivité, mais qui est hors Bourgogne-Franche-Comté, sur comment est-ce comment elle recense, en tout cas, les problématiques issues des différentes remontées de terrain. Il y aura également Montbéliard qui sera là. Mais voilà, Amina, tu peux répondre. Je suis sûre que tu vas pas spoiler. Non, je vais pas spoiler, mais peut-être que Khalil, si tu veux expliquer, redire le cadre, je pense qu'on va faire dans ce sens-là, le cadre Oui. PMA, rôle de Mhm. PMA, et puis nous ensuite, comment on fait directement pour redonner les bilans et les retours des plans d'action. Ouais, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, donc les plans d'action permettaient déjà, d'avoir un outil commun qui permettait de rendre compte par acteur, tout simplement, avec les objectifs qu'on s'était fixés préalablement, et de suivre ça dans le cadre de réunions qu'on mettait en place à raison de une fois par trimestre avec l'ensemble des organismes logeurs, les villes qui étaient présentes et ainsi que les différents services de l'agglomération qui étaient concernés. Ça, c'était dans le cadre de l'animation JUSP à l'échelle interco. Mais bien sûr, les communes pouvaient se doter de différents outils d'observation. Donc, il y avait, on l'a évoqué tout à l'heure, les diagnostics en marchand, mais il y avait aussi comment dire, Au Allo, mairie. Allô, mairie? Mairie. Merci, le service Allo Mairie qui pouvait aussi permettre de faire remonter en tout cas les réclamations des habitants. Et ça, c'est un premier. Mais il y a pas mal d'applications qui ont été mises en place aussi pour pouvoir communiquer avec, en tout cas avec la commune et permettre en tout cas de déployer des services compétents en fonction des problématiques qu'on pouvait rencontrer si c'était voilà au niveau curatif, etc. Et puis bien sûr, en termes d'autres outils, enfin moi comme ça, je vous dirais il y a cela, mais je pense qu'il doit y en avoir une pléthore en termes de cartographie, en termes d'observation, en tout cas à une échelle un peu plus large que celle du quartier. Et là, on avait par exemple l'idée de pouvoir mettre des pastilles sur les cartes en disant voilà il y a des points noirs, des choses comme ça ou des choses sur lesquelles qu'il fallait qu'on intervienne. Mais voilà, les outils sont variés et je pense que peut-être qu'on aura l'occasion, comme l'a dit Léonie, de pouvoir en présenter quelques-uns sur le prochain webinaire. Mais en effet, nous, en tout cas, on a un cadre qui est la convention GUSP. Dans le cadre de cette convention GUSP, on a fait un diagnostic, mis en avant des problématiques et des plans d'action. Donc à chaque fois, on fait des bilans des plans d'action. Mais ce qui est important, et vous avez raison, monsieur, c'est le retour aux habitants. Puisque les habitants ont les éléments, ont les informations, ont participé à ces diagnostics, quel retour on en fait? Donc après, il y a un outil qui est créé à l'issue de ces diagnostics en expliquant voilà les problématiques rencontrées, voilà les actions proposées et les actions en règle générale mises en place. Et on essaie de le diffuser, mais là par contre, on ne peut pas le diffuser. On essaie de le diffuser aux personnes qui ont bien sûr assisté au diagnostic, mais aussi aux associations, aux représentants d'associations qui, eux, redescendent l'information au plus près des habitants. Mais c'est vrai que euh, quel-
la meilleure preuve qu'ont les habitants des actions et du souci que l'on a de la GUSP, c'est de voir l'amélioration de leur cadre de vie. Eh ben voilà, on a mis, ah bah tiens, on avait dit qu'il y avait un banc là, et ils le voient par leurs propres yeux, des actions hautes qui ont été mises en place, on arrive à les voir, et cette visibilité et cette amélioration du cadre de vie fait que, ben, du coup, il y a vraiment, enfin, ça donne à voir. Donc, Hmm. du coup, Euh, pour en finir avec ce que tu disais, Amina, euh, comme tu l'as dit, la meilleure façon, c'est quand les choses ont été améliorées. Enfin, et comme on le dit, enfin, une gestion urbaine et sociale de proximité efficace, c'est quand elle ne se voit pas. Donc, à partir du moment où vous avez moins de réclamations, vous avez moins de retours, de doléances, etc., c'est que vous avez déjà commencé à, même si vous en avez régulièrement, à partir du moment où c'est ouais, régulier et que vous laissez pas traîner les choses, en termes de délai d'attente, ça fait partie aussi d'indicateurs, en tout cas dans l'évaluation mm, de tout ce qu'est la gestion urbaine. Si vous êtes réactif et puis que vous l'êtes beaucoup plus qu'à l'époque où il n'y avait pas de gestion urbaine et sociale de proximité, c'est le parent pauvre de la gestion urbaine, c'est que quand elle marche, elle n'est pas visible. mm. Voilà, c'est tout.